Je vais commencer par me présenter. Donc, Paulin Mitev, je suis masseur kinésithérapeute et je fais partie de l'équipe médicale du Stade Français Paris, une équipe de rugby qui évolue en top 14. Et dans le cadre d'une collaboration avec K-Invent, avec qui je travaille depuis plusieurs années, on a décidé de vous exposer notre façon de prendre en charge les lésions musculaires du mollet, avec les particularités du sport de haut niveau et du rugby en particulier. On va entendre encore peut-être un petit peu. Peut-être Barbara, tu peux me dire quand est-ce que tu estimes qu'on peut commencer? Est-ce que tout le monde nous entend bien? Pas de problème d'image ou de son? Tout au cours du webinaire, Barbara vous fera faire des petits sondages aussi sur le chat. Si vous pouvez y répondre, ça nous intéresse pour savoir vraiment à qui on parle et pour affiner un petit peu la cible du public sur les prochains webinaires qu'on fera. Normalement, on devrait en avoir un deuxième en collaboration avec le Stade français pour K-Invent. Donc là, si tout le monde m'entend bien, on va commencer à dérouler. Je vais commencer par vous faire une petite présentation étape par étape de ce dont on va parler dans ce webinaire. Donc, on va vous faire un petit rappel anatomique très rapide et on parlera des critères et de la classification des lésions musculaires du mollet. Et ensuite, on détaillera phase par phase la façon qu'on a choisi de prendre en charge les lésions musculaires du mollet et pourquoi et comment on passe d'une phase à l'autre avec donc différents tests et le contenu de chaque phase. Voilà pour le sommaire. On va tout de suite commencer donc par un rappel très bref sur l'anatomie. S'il y en a qui ont besoin de revenir dessus, on peut en reparler à la fin, mais voilà, juste j'ai choisi d'être très rapide là-dessus parce qu'il y a énormément de contenu derrière. Donc, pour rappel, donc triceps sural qui s'insère donc du calcaneus et qui remonte sur l'arrière du tibia. Il va se séparer en deux parties dans un premier temps, le solaire en face profonde et les gastrocnémiens superficiels qui vont continuer jusqu'à la partie postérieure du fémur. Donc, cet ensemble musculaire qui sert donc à la flexion plantaire de cheville, qui participe aussi en chaîne ouverte à la flexion de genou et en chaîne fermée qui contrôle son extension. Voilà. On va donc vous présenter dans un premier temps les critères d'évolution et de suivi. On a des blessures type lésion musculaire du mollet qu'on utilise donc au Stade français. Donc pour chaque lésion musculaire, on fera très attention au profil du patient et à ses antécédents. C'est vraiment le critère numéro 1 qu'on choisit d'étudier. L'imagerie et le type de lésion qui vont nous être apportés principalement par les IRM qu'on fera systématiquement en cas de lésion musculaire avérée. Les tests cliniques et fonctionnels, on va rentrer vraiment dans le détail là-dessus sur la suite du webinaire. On essaie d'avoir des choses quantifiables pour prendre nos décisions, pour que ça soit normé et vraiment pas interprétable de façon différente par plusieurs personnes. Des tests de terrain, un état psychologique et un ressenti du patient. On va vraiment prendre en compte tout au long de la rééducation et surtout sur la phase de reprise terrain. Et on essaiera de parler aussi du risque tolérable parce qu'on est dans un sport de haut niveau où on va nous demander d'avoir des délais toujours plus courts. Et donc forcément, on prendra plus de risques que chez quelqu'un qui n'a pas besoin de revenir rapidement et qui n'a pas de pression sur le calendrier à venir. Donc, on a toujours un risque tolérable qui rentre en jeu et on choisira ce risque en fonction des échéances. Au niveau des profils, on se retrouve souvent avec donc, des patients qui ont des antécédents de blessures au mollet, qui sont amenés à avoir des courses à grande vitesse, un volume de course très élevé, et surtout dans ce volume de course, il va y avoir de nombreuses accélérations et décélérations et des sauts. En cas de fatigue importante, on va avoir des lésions musculaires au niveau du mollet qui se retrouvent plus souvent. Chez les personnes plus âgées, enfin chez les joueurs plus âgés, il y a une prévalence qui est multipliée par 2. Et dans le rugby, on a une particularité sur certaines phases de jeu, donc sur les mêlées, où le mollet va être soumis à de grosses contraintes.
Donc pas sur de la vitesse, mais sur des pressions intenses, et on a des lésions musculaires qui arrivent, surtout ça peut aller même jusqu'à la rupture du tendon d'Achille dans les phases de mêlée, ça nous arrive. Sur le mécanisme lésionnel, on retrouve la plupart du temps, donc le plus gros mécanisme qui est décrit, c'est le genou en extension, le pied en appui, le membre en poussée et une position étirée du muscle et de la cheville. Donc je vous ai concocté quelques petites vidéos pour que vous ayez une idée des sollicitations qui peuvent être rencontrées. Donc là, sur la phase de mêlée, on voit bien la cheville qui est en position de poussée. Et on comprend bien qu'il peut y avoir une surcharge sur le triceps sural. Là, les phases d'accélération à haute vitesse, on a des joueurs qui peuvent monter jusqu'à 38-39 km/h en vitesse de pointe. Voilà pour les phases de mêlée, d'accélération. Et ensuite, sur les accélérations, décélération et changement de direction, on va avoir aussi énormément de contraintes. Donc ce type d'accélération, décélération, changement d'appui, avec des pieds qui ne sont pas forcément posés dans l'axe, des sauts en reculant, des réaccélérations. Voilà. C'était juste pour que tout le monde ait en tête le type de contrainte qu'un triceps sural peut subir dans le rugby. On passe à la classification des lésions musculo-aponeurotiques. J'ai fait juste un résumé très synthétique. Pareil, s'il y a besoin de revenir dans le détail, on pourrait y revenir ensuite. Ce qui est important dans les classifications, au-delà du grade qui est juste un numéro, c'est vraiment de bien comprendre l'importance de l'atteinte des différentes structures du muscle. Donc, évidemment que la fibre musculaire est importante, mais pour estimer le temps de retour sur le terrain, l'atteinte du tissu conjonctif va être primordiale, ainsi que la présence d'hématomes et de décollements musculo-aponeurotiques. Et ça va énormément faire varier au sein d'un même grade le temps de retour à la compétition. Donc, on va avoir énormément d'indications qui vont être visibles à l'IRM. Et il faudra être particulièrement attentif à l'atteinte du tissu conjonctif. Je vais revenir en détail juste après, dans la slide d'après. Je voulais juste encore un peu regarder ce tableau. Donc, on voit bien qu'à partir du grade 2, on a une atteinte du tissu conjonctif qui est minime mais présente et qui va se majorer ensuite sur les grades 3 et grade 4. Et pour varier au sein d'un même grade, ça va être ces critères-là qui vont faire varier la gravité de l'atteinte du tissu conjonctif. Donc, c'est la présence de sang dans le tissu conjonctif, la présence de désinsertion de celui-ci, la proximité de l'atteinte du tissu conjonctif avec les tendons, l'épaisseur du tissu conjonctif concerné, c'est-à-dire que si c'est une cloison centrale très épaisse, ça va être plus grave que si c'est juste une aponévrose périphérique qui a peu d'épaisseur. Et s'il y a une atteinte du tendon en lui-même ou de la jonction avec le tendon, c'est encore des critères de gravité qui nous allongent le temps de reprise. Pour les principes de base de la rééducation du mollet, donc on a choisi de mettre l'accent sur la mise en charge précoce, des exercices unipodaux dès que possible. Donc on verra que c'est soumis à l'utilisation de tests pour valider ce type d'exercice. La mise en charge progressive sur toute l'amplitude, pareil, une progression qui est soumise à test. Plusieurs séances de mise en charge par jour, donc ça peut vouloir dire qu'il y a plusieurs types de séances qui peuvent s'enchaîner, ou bien sur certaines phases, on peut avoir 2 séances dans la même journée sur le même type d'exercice. Il faut juste que ça soit espacé de 6 heures entre les deux. Il faudra bien penser à faire un travail directionnel, vertical et horizontal, parce que le mollet a cette charge-là. Reconditionner et conditionner les régions du corps non blessées à l'intensité la plus élevée possible, qui peut être faite soit par le kiné en début de rééducation, soit par le préparateur physique ensuite. Éviter les excentriques excessifs trop tôt et les étirements passifs prolongés, parce qu'il n'y a pas d'intérêt physiologique à le faire et qu'on aura un risque de relésion précoce du tissu. Et reprendre la course dès que possible, ça pareil, ça va être soumis à des tests et à des validations. Et on ne le fait pas au hasard, on le fait vraiment quand on a certaines certitudes sur l'état tissulaire.
On passe donc sur la description de différentes phases un peu plus en détail. Donc la phase 1, la phase aiguë, on estime généralement à 24-48 heures, au cours duquel on va évaluer différents critères pour passer à la phase 2. Les critères de ressenti de douleur, la palpation de la zone, les signes trophiques, la capacité au patient à marcher et à faire ses activités de la vie quotidienne, et bien sûr l'imagerie qui va être prédominante. Au niveau du traitement, de façon classique, on n'utilise pas d'anti-inflammatoire, on laisse au repos, on fait des soins de confort, du drainage, on réévalue les amplitudes, la qualité de contraction. Sur les dernières études, on voit qu'on a tendance à aller vers l'utilisation plutôt du chaud sur des lésions musculaires de grade inférieur à 3, sauf s'il y a une douleur importante ou si le patient préfère utiliser le froid, parce qu'on a vraiment beaucoup de difficultés pour l'instant à sortir des habitudes avec le froid. Et donc, il y a quand même beaucoup de cas où on utilise encore le froid, même sur les grades inférieurs à 3. Au-delà du grade 3, on reste sur l'utilisation du froid. Je vous ai mis les liens des études qui parlent de ça en bas du document, et elles sont aussi dites à la fin dans la bibliographie. Sur la fin de phase 1, donc comme j'ai dit, cette phase 1 dure environ 24-48 heures. On essaie de raccourcir au maximum ce délai-là, sauf si il y a des critères cliniques ou fonctionnels que j'ai décrits ici qui sont encore présents, et dans ce cas-là, on ne pourra pas passer à la phase 2. L'intérêt de recommencer de façon le plus tôt possible, de sortir de cette phase-là, donc de recommencer la réhabilitation le plus tôt possible, c'est vraiment des gains sur le retour terrain qu'on appelle RTP, Return to Play. À la fin, il y a des études, là pareil, je vous ai mis une étude qui montre que sur des grades importants, sur des lésions importantes, le fait de débuter à J2 contre J9, ça peut aller en moyenne faire gagner 62 jours sur le retour terrain. Donc on ne parle pas sur des grades 1 ou 2 où c'est des temps courts, mais sur des rééducations longues, on va jusqu'à 62 jours de gagner si on a juste commencé la réhabilitation à J2 plutôt que J9. Donc ça, c'est un tableau qu'on va revoir un peu tout le long de la présentation. Je vous ai fait en gros un petit tableau prévisionnel. Donc, ce n'est pas un cas en particulier. On peut imaginer que ça serait peut-être un grade 2 environ, sans avoir les détails. Mais c'est juste pour qu'on se rende compte de où on en est dans la phase d'évolution du patient. Donc là, on est en fin de phase 1. Donc, on a fait les tests de phase 1 que je vous ai décrits juste avant, qui sont juste des tests trophiques de capacité à marcher, à aller dans les AVQ. Donc, on passe ensuite sur la phase 2, qui est la phase d'activation, de cicatrisation, de réhabilitation précoce. Les critères évalués, ça sera les mêmes que sur la phase 1, sauf qu'on rajoute la force, l'endurance et l'amplitude d'étirement actif. Les techniques qu'on va utiliser dans cette rééducation précoce, ça va être principalement pour accompagner la cicatrisation, du travail statique et excentrique infradouloureux, une redynamisation des tissus et des activités, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la phase 1, des activités off-fit ou de course simulée pour commencer à accompagner le retour sur la phase fonctionnelle. Le préparateur physique va s'occuper pendant ce temps-là du cardio, du haut du corps, et nous, ou le préparateur physique, du reste du membre inférieur. Donc, que ce soit pour la phase 2 ou après pour la phase 3, on va avoir des exercices qu'on va proposer pour la rééducation du mollet, que je vais détailler ici. La progression va se faire en fonction des tests et donc en fonction de la charge qu'on va choisir de mettre. Ça peut être de la charge en poids, en vitesse, en amplitude, en quantité d'exercice, en répétition. Tout ça, ça va évoluer au cours. Donc, ça va être le même thème d'exercice dans la phase 2 et dans la phase 3. Ce qui va changer, ça va être la charge qu'on va mettre sur le tissu concerné. Donc, on va axer sur de la rééducation de l'équilibre, de la fonction proprioceptive, des muscles intrinsèques du pied. On va avoir des exercices à la Smith Machine, donc c'est sous une barre de squat qu'on met sur les épaules pour travailler en jambes tendues. On va travailler en position assise, on va varier l'inclinaison de l'appui du pied en fonction de l'avancement de la lésion. On va faire du renforcement isométrique lourd. On va augmenter donc les charges progressivement sur l'excentrique. Dans un second temps, on aura des exercices de puissance, de pliométrie, des exercices dynamiques à composante verticale et horizontale, puis des exercices pour préparer la course. Donc voilà à peu près tout ce qu'on va rencontrer. On va les détailler un peu ensuite dans la progression. Je n'aurai pas le temps de détailler évidemment tout, on pourra en discuter à la fin. Là, c'est une petite étude, on ne va pas voir grand-chose comme ça, mais vous
pourrait revenir dessus. C'est une étude qui est intéressante qui nous montre en gros la charge que subit le tendon d'Achille, donc le triceps sural, en fonction des exercices. C'est calculé par rapport au poids du corps. Et donc, ça nous permet d'avoir une progression sur les exercices qu'on peut utiliser et d'avoir vraiment une précision sur en quoi ça va impacter le triceps sural. Donc, il y a le lien de l'étude dans lequel on a retrouvé la description. Donc, on utilise vraiment des progressions de ce type-là pour réamener le tissu à subir la contrainte et à être sûr de ne pas faire d'erreur, de sauter des étapes ou d'avoir des marches qui sont trop hautes qui risqueraient de créer des lésions, de nous faire perdre du temps dans la progression. Donc, c'est vraiment cette progressivité sur la charge. Elle dépend des exercices. Et je vous ai mis une deuxième étude qui montre, en fonction de la position dans laquelle on travaille, c'est l'activité électromyographique du triceps sural. Donc, en quoi ça sollicite la globalité du muscle et son activité électrique en fonction de la position de travail. Donc, ça va de la position allongée sur le ventre à la position debout. Position même debout, trop inclinée vers l'avant. J'avoue que celle-là, je ne l'utilise pas énormément, mais dans cette étude, elle est décrite comme étant la plus sollicitante. Au niveau donc, de cette phase 2, là, je vous ai mis quelques petites vidéos d'exemples d'exercices. Donc, là, classiquement, un exercice pour le solaire, on le fait soit sous la chaise à quadriceps, soit sous la Smith Machine. Donc, vraiment contrôle dans cette position-là du solaire en excentrique. En position debout, on peut le faire. Donc, on a une machine qui s'appelle la Kaiser Squat. Donc, pareil, c'est de la pression dynamique. Donc, on travaille en mollet tendu là-dessus. Pareil, on peut le faire sous barre guidée. C'est intéressant aussi. Et dans cette phase-là, en fin de phase, on pourra commencer à avoir des activités fonctionnelles type course en piste. Ouais, je suis de nouveau là, mais fonction. Désolé, il y a eu un problème, mon ordinateur s'est éteint, donc heureusement j'ai un deuxième ordinateur à côté. Je vais essayer de repartager le temps qu'il se rallume. Est-ce que vous m'entendez là ou pas? Juste pour savoir si ça marche. Oui, parfaitement. Ok, c'est bon, il s'est rallumé l'autre ordinateur. Je vais revenir sur celui-là. Rejoindre la salle. Excusez-moi. Tac. Hop. Hop. Normalement, c'est pas possible. Micro. Voilà, excusez-moi. Bon, on va le faire sur celui-là. Partager l'écran. Autoriser. Tu peux me dire si on voit l'écran, s'il te plaît? Oui. C'est bon, on voit mon PowerPoint là? Ok. Et tu peux me dire si. Est-ce que vous m'entendez là maintenant ou pas? Pas du tout. Ok, parfait. Allez, on est reparti. Désolé pour ce contretemps. On en était où? On en était là. Je pense que... Voilà. Donc je disais, sur Alter-G, qui peut être faite ou en piscine. Donc là, on commence en fin de phase 2 à préparer le retour à la course. Et on va venir tout de suite maintenant sur les critères de fin de phase 2.
Donc les critères de fin de phase 2 qui vont nous permettre de passer en phase 3. Le grand thème, ça va être vraiment de tester la force en isométrique des mollets. Et si cette force est validée, on pourra passer à la phase 3 qui va comprendre la reprise de course. Donc les critères cliniques, ça va être la palpation de la zone qui va être une gêne inférieure à 4 sur 10, une contraction isométrique maximale qu'on fait en course moyenne, et on considère que si le déficit est inférieur à 20% par rapport au côté opposé ou par rapport à la valeur du joueur qu'on avait précédemment, si on a fait des tests en début de saison, voire à la comparaison, on a fait des moyennes au poste, nous au Stade Français, pour avoir une comparaison par poste, par profil de joueur. Donc on va comparer ce test isométrique en course moyenne à ces données-là. On aura fait donc déjà de l'excentrique à vitesse lente, amplitude partielle. Il faut que ça soit validé sans douleur pendant ou après les exercices. Et ensuite on va faire des tests d'amplitude, on va les revoir après, en knee to wall et en jambes tendues. Il faut qu'il y ait une différence inférieure à 20% par rapport à l'autre côté. Dernier test qu'on va faire, c'est un test plutôt sur l'endurance. C'est le Hill Rise Test, donc je vais vous le montrer juste après. Voilà, ça, plus les critères fonctionnels de reprise de course sur Alter G à 60% ou en piscine, et une qualité de mouvement sur la montée sur pointe de pied. Voilà, on retourne sur le petit tableau que j'avais décrit tout à l'heure. Donc on a fait la première phase 1 qu'on a terminée avec une succession de travail statique, d'excentrique léger, d'activation, du travail cardiovasculaire. On va commencer aussi le travail de pied, que je vais vous décrire surtout sur le test après derrière. Donc ce que j'appelle travail de pied, ça va être tout le travail des intrinsèques du pied, donc avec plein d'exercices variés là-dessus qu'on fait pour travailler en complément du travail du triceps sural. Donc on arrive à la fin de la phase 2, on a testé la phase 2, les critères précédents ont été validés, donc on commence à introduire ce qu'on appelle la plio basse, donc c'est de la pliométrie vraiment plutôt qualitative, où on recherche juste à recréer de la fonction sur le mollet, donc c'est pas du tout de la plio avec haute intensité ou de la vitesse. On va avoir quelques petits exemples après de plio basse. Et on va combiner au cours de cette phase 3 donc une reprise de course. Donc pour les tests isométriques que j'ai décrits précédemment pour la fin de la phase 2, voilà les principes de base qu'on utilise. Il faut avoir donc fait un échauffement, isoler biomécaniquement le groupe musculaire à tester, essayer de standardiser les bras de levier. On commence par le membre sain, on applique une contraction isométrique entre 3 et 5 secondes. Il faut encourager le patient, il y a vraiment une grosse différence entre test sans encouragement et test avec encouragement. Donc, si on veut le normaliser, il faut toujours avoir la même intensité, même dans les encouragements. Il faut effectuer au moins 3 répétitions. La première, généralement, c'est une répétition d'échauffement et on normalise le repos entre chaque. On considère sur ce test-là, qui est le test entre la phase 2 et la phase 3, uniquement la valeur maximale. On verra qu'après, on peut utiliser aussi les RFD, le temps pour aller au max. Mais pour l'instant, là, on utilise vraiment sur la première phase uniquement le pic de force. On arrête le test évidemment s'il y a une douleur qui est présente et on essaie d'avoir des valeurs dynamométriques qui doivent être entre 10 et 20% suivant la phase où on est. De différence par rapport à l'autre côté. Comment on choisit son test? Donc il faut qu'il soit reproductible, qu'on ait des points fixes, une position identique, donc le protocole déterminé, qui soit bien randomisé. On essaie de le faire à des heures ou des jours fixes. Il faut que ça soit rapide et faisable pour avoir l'adhésion du patient. Si ça prend 3 plombes, généralement, il décroche. Il faut qu'on puisse l'utiliser et l'interpréter. Donc on a choisi d'utiliser 2 tests que je vais vous décrire après pour la force du mollet. Un test pour le solaire et un test pour les gastrocnémiens. Les positions, je les ai détaillées en dessous. Je vais vous montrer en vidéo ce que ça donne. Juste pour information, dans des articles scientifiques que je vous ai mis en biblio, on retrouve la nécessité d'avoir 200% du poids du corps en solaire pour des sportifs qui ont des sports de vitesse, 160% du poids du corps en force du solaire pour des sportifs de course sans vitesse. Pour les tests isométriques des gastrocnémiens, on est plutôt autour de 250% du poids du corps pour les sports de vitesse et 200% du poids du corps en force pour les sports de course. Alors, normalement, on a les vidéos de le test. Là, je vous montre d'abord dans un premier temps le test isométrique du solaire qu'on fait donc en position assise, le genou fléchi à 90 degrés, la cheville
Donc j'ai lui faire reculer le talon pour avoir une cheville qui a une flexion dorsale d'à peu près 10 degrés. Et donc là, le capteur, c'est celui qui est sur la sangle, c'est un capteur de traction. Et donc, j'ai demandé de venir pousser dans sa pointe du pied. Et j'ai un retour en direct sur l'écran là, de mon téléphone pour voir là, ce qu'il arrive à développer comme force isométrique du solaire. Voilà. Temps de contraction d'à peu près 5-6 secondes. Et on va le répéter 3 fois. Donc ça, c'est pour l'instant le test. On le fait comme ça. On peut le faire aussi sous une barre fixe en mettant une plateforme sous le pied. Pour l'instant, on a choisi de le faire comme ça. On va voir si on le garde de cette façon-là. Mais c'était vraiment, vraiment reproductible. Et l'avantage d'avoir une sangle, c'est de pouvoir régler la longueur en fonction de la hauteur du tibia. C'est beaucoup plus facile de régler avec la sangle. Il suffit de tirer un peu dessus et ça règle la longueur. Et donc le deuxième test, c'est en jambes tendues. Donc on le fait sous une Smith Machine, sous une barre guidée. Là, c'est les plateformes qu'il a sous les pieds qui vont permettre d'enregistrer la poussée. Donc on calibre la hauteur de la barre ou on rajoute des cales sous les pieds pour qu'il soit vraiment en extension complète, qu'il n'utilise pas du tout la force du genou sur la flexion-extension pour pousser dans les plateformes. Et il va juste avoir une poussée sur sa pointe du pied pour s'élever et on fixe la barre suffisamment lourde pour qu'il ne puisse pas la soulever. Voilà. Donc là, il fait une répétition à droite et ensuite il basculera du côté gauche. Il fait plusieurs répétitions à droite, excusez-moi. Il va en faire 3. Et ensuite, même principe de l'autre côté. Bref, tu n'hésites pas à me dire s'il y a des questions. C'est bon? Okay. Donc, ce qu'on peut avoir comme type de graphique pour ce type de test, là, ça serait vraiment pour une rédaction plus longue. On peut imaginer que la courbe bleue, c'est le côté sain qu'on avait testé en pré-saison. C'est pas forcément sur un mollet. Là, je vous ai juste donné un exemple d'évolution qu'on a testé en pré-saison. Et ensuite, on va avoir l'évolution du graphique qui retourne vers la normale. Donc là, il ne serait pas encore apte à reprendre la course, par exemple, si c'était les tests sur un mollet. Si on détaille un peu sur le test en lui-même, ça va nous donner du coup une asymétrie au niveau du pic de force, une évolution de la courbe par rapport. Donc là, c'est le test, par exemple, qu'on aurait fait à J4 ou 5 et ensuite à la période où on voulait le faire reprendre. Donc sur un test en lui-même, donc ce que je vous disais tout à l'heure, on peut voir la force max, mais dans le tableau en bas à droite, là on voit qu'on peut avoir la moyenne, la RFD, le temps jusqu'au max et la fatigue. Donc ça, c'est des paramètres qu'on peut utiliser. Il faut juste faire très attention à la façon dont on a donné les consignes aux patients parce que ça peut faire varier énormément ces paramètres. Donc il faut être très attentif à ce qu'il ait bien respecté les consignes, notamment sur le moment où il pousse. Sinon, ça peut vraiment modifier la RFD. Donc là-dessus, c'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais on peut l'utiliser en faisant bien attention à nos consignes et à la façon dont le patient a exécuté le test. Donc là, on peut voir par exemple sur ce test-là, où il aura déjà une force équilibrée au niveau du pic de force, mais si on regarde la RFD, à gauche, il est seulement à 200 kg/s, à droite, il est déjà à 412. Et si on regarde le test effectué un peu plus tard, donc il aura augmenté là des deux côtés sa force, mais on voit déjà que la RFD, elle se rapproche un peu plus de la norme. On n'a plus que 32% de différence alors qu'on était à 50% avant. Donc ça, c'était juste pour vous montrer que c'est pas parce qu'il est équilibré qu'il y a forcément tous les paramètres qui sont ouverts. Et si on veut aller chercher un peu plus loin, on peut regarder donc la RFD, le temps jusqu'au max. Donc sur les tests là on est toujours sur les tests de fin de phase 2 pour passer à la phase 3. Je vous ai parlé tout à l'heure du Hill Rise. On peut combiner donc les résultats du test de force statique au résultat du Hill Rise. Là, vous avez un petit tableau avec les normes. Il sert d'avoir un ordre d'idée de ce qu'on est capable de faire en fonction de l'âge et du sexe. Donc le Hill Rise, pour rappel, c'est la petite vidéo qui est là. C'est un test d'endurance où on fait des répétitions sur un tempo bien donné en respectant bien l'amplitude complète de contraction du triceps sural. Et si on a une combinaison de tests qui nous amène à, par exemple, plus de 160% de force sur le solaire et au-delà de 25 reps, on arrive donc dans la zone verte de ce graphique-là, et ce qui nous permet d'avoir certaines certitudes sur le fait qu'il peut recommencer à reprendre la course. Ça, c'est les tests d'amplitude dont je vous ai parlé tout à l'heure, le knee to wall. Donc on fait soit avec une distance du gros orteil par rapport au mur, soit avec un capteur de mouvement que vous voyez que j'ai accroché à la cheville. Donc ça, c'est le capteur de mouvement qu'a Invent.
Et donc on essaie d'avoir la distance maximale entre le gros orteil et le mur, où le patient est capable de toucher le mur sans décoller le talon. Donc ça, c'est plutôt pour l'amplitude du solaire. Et si on veut aller chercher les gastrocnémiens, c'est l'autre vidéo. Hop. Donc toujours là, je le fais avec le capteur de mouvement. Par contre, il faudrait le faire avec un goniomètre sinon. Donc on normalise la position de départ, il avance, il n'a pas le droit de décoller le talon. Et il va en étirement maximal des gastrocnémiens. On mesure l'amplitude, on compare à l'autre côté. Éventuellement, si on a une donnée de début de saison, ça nous permet de comparer aussi au début de saison. Donc, on est sur la phase 3. Donc, sur la phase 3, ce qui va changer par rapport à la phase 2, c'est toujours le même type d'exercice, mais maintenant, on va aller chercher d'autres critères que juste la force du mollet. On va être un peu plus attentif à la qualité de force du pied. On va intégrer de la pliométrie et de la réactivité de façon un peu plus intense, et surtout, on va chercher la performance dans ces domaines-là, ainsi que sur la force explosive. Donc, si on a vraiment rempli ces quatre critères, on va commencer à avoir un mollet qui est performant et qui sera probablement plus prêt à reprendre l'activité de course à haute intensité. Donc pour la force du pied, donc des exercices des intrinsèques du pied. Au niveau des tests, on peut faire ce test-là dans cette position-là, sachant que la norme qu'on retrouve dans la littérature, c'est de 4 newtons par kilo de poids de corps. Donc pour quelqu'un de 100 kg, on serait environ de 400 newtons, ce qui fait aux alentours des 40 kg de pression. Donc ce test-là, c'est juste vraiment la pression des orteils, donc on est en pression sur toute la zone qui est au-delà de la tête d'émetteur. Pour la réactivité et la pliométrie, donc c'est important de la travailler. C'est vraiment des qualités qui sont en lien avec l'entraînement de la course. Il faut bien penser à varier les types d'exercices pliométriques. On ne va pas toujours faire le même et juste augmenter la hauteur ou augmenter l'intensité. Il faut varier donc des exercices pliométriques verticaux et horizontaux, des cycles d'étirement de raccourcissement rapide et lent. Donc ça, c'est vraiment dans les consignes d'exercice que ça va varier. Des sauts avec contraste, donc en partant par exemple des drop jumps, en partant de plus en plus haut, et des exercices pliométriques multidirectionnels. Vous pourrez regarder avec attention dans le tableau. J'ai différencié pliométrie basse et pliométrie haute. Comme je vous disais, la phase 2, où il y aura plutôt de la pliométrie basse, où on est sur de la reprise des niveaux de force, du qualitatif, du retour à la fonction, et la pliométrie haute qui est sur de la performance. Donc quelques vidéos voilà, d'exercices pliométriques, on va passer rapidement dessus. Donc il y en a un juste à poids de corps où on est quasiment en bipodal parce que les deux pieds sont posés des deux côtés, donc ça c'est vraiment on peut le faire très précocement. Un exercice avec la K-box où on ajoute une charge mais pas de vitesse. Donc la vitesse sera plutôt lente mais une charge plutôt élevée. Et là c'est un exemple de drop jump sur une hauteur, celle-là ça doit être une box de 16 pouces ou de 14 pouces. Exemple d'activité pliométrique. On va sortir les vidéos. Hop là. D'autres exercices de pliométrie. On voit bien les vidéos, hein, ça. Donc là, avec changement de direction. À côté, on passe sur de l'unipodal assisté par élastique. On peut être vraiment attentif à la qualité du mouvement, à l'utilisation de la cheville, au temps passé au sol. Et là, la dernière vidéo, je ne sais pas si on va bien la voir, c'est un triple hop test. Donc ça, c'est vraiment plutôt en fin de phase. C'est un test qu'on utilise déjà pour passer à la phase suivante. Donc ça, c'est vraiment la fin du travail pliométrique sur ce type d'exercice-là. Pour la force explosive, donc c'est un paramètre qui est très important à travailler, notamment pour évaluer l'accélération. On utilise, nous, des sauts type CMJ ou squat jump. C'est vraiment en lien avec la performance d'accélération sur les 10 premiers mètres. On utilise aussi des single hop, évidemment, pour travailler sur les qualités explosives du muscle du mollet. Donc là, pour ceux à qui ça ne parle pas trop, je vous ai montré, là on utilise sur des deltas, donc c'est les plateformes de force de chez K-Invent. Ça nous permet d'avoir vraiment un retour là sur la RFD et sur le temps en vol, sur la répartition du poids du corps droite-gauche.
ce type de CMJ en unipodal là sur la deuxième vidéo, même chose. On va regarder la hauteur de saut évidemment, mais surtout la RFD, le temps de contact au sol. Il peut y avoir des exercices sans plateforme, voilà, sur des sauts sur box. On va calculer, enfin on va travailler vraiment les paramètres d'explosivité. Allez, passe à la suivante. Hop. Donc ça, c'était plutôt sur d'explosivité verticale. Et là, je vais vous montrer ce qu'on utilise en horizontal. On fait beaucoup de travail de poussée sur crawler. Et dans la progressivité, on va commencer sur de la vitesse plutôt lente, sur ce type d'exercice de poussée. On va avoir des poids plus lourds, travailler la force. Et ensuite, on va rajouter de la vitesse pour travailler plus la puissance. Ça donne plus ce type d'exercice-là. Ça, c'est aussi des exercices qui font en préparation physique. Mais à cette phase-là, en fin de phase 3, ça commence déjà à se rapprocher un petit peu de la préparation physique. On va enchaîner pour parler un petit peu de la reprise de course, donc qui se commence pendant la phase 3 dans laquelle on est. La reprise de course, il y a quelques règles qu'on s'astreint à respecter au Stade français pour les reprises de course. On respecte toujours un intervalle de 1 jour sur 2 pour les séances de course. On a toujours d'avoir un intérêt à faire une séance de course, c'est pas juste courir pour courir. Donc on progresse toujours sur la remise en charge. Il y a un changement, sauf si douleur, sauf si quelque chose s'est mal passé sur la séance présente. Il faut que la nouvelle séance de course apporte quelque chose. Par contre, on n'augmente pas le volume et l'intensité dans la même séance. On essaie de choisir l'un ou l'autre des paramètres pour faire évoluer la charge. On programme des exercices le même jour que les séances de course. C'est là où on va faire les plus grosses charges sur le membre inférieur et sur le mollet. Donc on enchaîne course généralement suivie d'exercices en dehors du terrain. Ça peut être les exercices pliométriques, ça peut être les exercices de force ou de réactivité ou d'explosivité. Donc on les fait à la suite des séances de course. Comme ça nous laisse un jour de récup derrière pour regarder sur le tableau en détail. Il y a vraiment un jour avec des grosses sollicitations, un jour plus light pour laisser le temps au tissu de se régénérer. On essaie de façonner évidemment la progression de la course à pied en fonction des exigences du sport. Donc en fonction du poste, on va peut-être avoir des séances qui varient. Et on évite les changements soudains de conditions, donc surface de terrain, parce qu'on peut par exemple avoir un terrain synthétique et un terrain herbe, et chaussures utilisées par le joueur. Donc là, on a un tableau qu'on utilise pour les reprises de course. Je vais vous le laisser un petit peu, histoire que vous ayez le temps de voir. Donc on planifie, la partie haute du tableau, c'est pour un grade 1, la partie basse, c'est pour un grade 2 et plus. Donc on planifie des séances de course en fonction de la distance totale qu'on va faire aux joueurs, des accélérations, des décélérations, la distance de high speed running, c'est-à-dire la course supérieure à 18 km/h, du sprint, enfin des distances de sprint, donc c'est des distances effectuées à plus de 24 km/h, du nombre de sprints et des zones cardiaques qu'on va rechercher en fin d'entraînement. Donc tout ça, c'est des valeurs qui ont été établies en fonction de semaines type qu'on a enregistrées pour notre patient. C'est-à-dire qu'ils ont des GPS à l'entraînement, les préparateurs physiques ont enregistré leur semaine type, ils savent quelle est leur distance totale, combien ils vont accélérer, à quelle vitesse maximale ils vont monter. Et donc en fonction de ça, on va quantifier les séances une par une en rajoutant progressivement donc de la distance, de la vitesse, des accélérations, des décélérations. On est particulièrement sensible sur les mollets, aux accélérations, décélérations, aux changements de direction. Donc pareil, si vous voulez revenir en détail sur ce tableau-là ensuite, on pourra répondre à vos questions. Donc voilà. Et donc sur un grade 2 et plus, on a en gros 6 séances prévues si on compte l'haltère-G comme une première séance ou la piscine comme une première séance, et 5 séances sur terrain, avec donc intégration au fur et à mesure d'accélération, décélération et course à haute vitesse. Donc là, quelques exemples de courses. Donc la première vidéo, c'est juste sur du travail d'accélération progressif. Et le deuxième avec des changements de direction, des accélérations, décélérations. Alors, pour la fin de phase 3, on va reprendre
Donc des tests isométriques, cette fois-ci on sera un peu plus exigeant, au lieu d'avoir 10%, 20% qu'on peut tolérer, on va passer à 10% de tolérance. Et surtout on va rajouter énormément d'autres tests, donc des hop tests, des triple hop tests. Le triple hop test je vous l'ai montré tout à l'heure. Le hill rise test, on va être pareil plus exigeant sur le nombre de répétitions. Des CMJ bi et unipodo, des drop jump bi et unilatéraux. Du renforcement excentrique cette fois-ci à vitesse élevée, charge haute et en course complète, qui doit être effectuée sans douleur pendant et après la séance. Et au niveau des critères fonctionnels de fin de phase 3, on veut avoir récupéré une vitesse max à 95% et des accélérations-décélérations qui sont normalisées en fonction du tableau que je vous ai montré précédemment, donc qui correspondent à un pourcentage de ce qu'il est capable de faire normalement, habituellement, en séance d'entraînement type. Et ensuite la qualité des mouvements sur les gammes, notamment sur les échauffements. Donc une fois qu'on a terminé cette phase 3, on va rentrer dans les phases 4 et 5 qui sont appelées plus communément Return to Train et Return to Play. Donc RTT, le Return to Train, c'est vraiment la phase où on est sur tout ce qui va nous amener au retour à la pratique du sport. Ça peut être dans un premier temps avec des restrictions et c'est basé donc sur les critères cliniques et fonctionnels, pareil que la phase 3. Mais il faut être plus exigeant. Donc ça, c'est encore la responsabilité de l'équipe médicale qui va amener son patient jusqu'au return to train. Et à partir du moment où il se réentraîne, là, la phase de return to play, elle est plus sous la responsabilité de l'équipe de performance, donc les préparateurs physiques, éventuellement les entraîneurs aussi, qui peuvent donner leur avis sur certains aspects physiques du joueur. Et donc là, ça va être vraiment la capacité à reprendre l'entraînement complet, sans restriction, et à participer à une compétition. Et c'est basé vraiment sur la fonctionnalité et la capacité de performer du joueur. Donc la phase 4 de Return to Train, on va avoir énormément de travail sur les données GPS, qu'on je vous ai détaillé tout à l'heure. Donc c'est volume de course, vitesse maximale ciblée, volume de HSR. Donc tout à l'heure on parlait de 85%, là on est plus sur une recherche de 90 à jusqu'à 100% qui doit être atteint pendant les entraînements. Pareil sur les qualités d'accélération et de décélération. Et sur le temps de travail à une fréquence cardiaque cible, donc c'est détaillé dans le tableau que je vous ai montré, c'est temps de travail au-dessus de 85% de la fréquence cardiaque cible, fréquence cardiaque max, pardon, et au-dessus de 90%. Il y a des études qui parlent aussi d'une capacité à revenir à sa VO2 max. Nous, on ne l'utilise pas particulièrement, on travaille plutôt sur les fréquences cardiaques, mais c'est très décrit dans la littérature. Donc voilà, pour vous refaire un petit rappel, là on arrive à donc, fin de phase 3, début de phase 4. Donc on a fini les 5 séances de course et il est censé revenir maintenant sur les entraînements avec l'équipe, puis finir. Je me suis planté sur le truc. Donc on rajoute sur la phase de Return to Train, on rajoute des exercices spécifiques au poste. Donc là je vais vous montrer plutôt des exercices sur le travail de vitesse pour les 3/4. Donc là, c'est une vidéo avec le câble qui est derrière le joueur, c'est le 1080. Donc on ne l'utilise pas forcément dès le début de cette phase-là, plutôt à distance de la blessure, mais ça nous permet de travailler sur les qualités d'accélération et de mise en sous-contrainte du membre inférieur, parce que ça va freiner le joueur de façon constante. On choisira ensuite, suivant la force, la vitesse ou la puissance, le niveau de résistance. Et ensuite, sur la pliométrie, avec des bondissements, ça c'est le type d'exercice qu'ils peuvent avoir à faire en séance classique de Return to Train. Hop. Pour les avants, donc je vous ai parlé dans les premières slides des contraintes sur les positions de mêlée. Donc on va y avoir aussi du travail spécifique sur les positions de mêlée. Donc on a des outils qui nous permettent de mettre en condition dans des positions de mêlée pour travailler de façon spécifique, et on essaie de reproduire des fois de façon un peu ingénieuse des positions de travail pour les joueurs de première, deuxième ligne, pour avoir des contraintes qui simulent le travail de mêlée pour les préparer à revenir à ce type d'exercice. Sur la décision de fin de Return to Train et début de Return to Play, on a évidemment une évaluation psychologique qui est très importante à effectuer. On utilise le questionnaire qui est à droite, là, qu'on fait remplir aux joueurs, surtout sur les blessures longues. On va le faire un peu moins systématiquement sur les blessures courtes, même si on peut le faire dans certains cas particuliers.
Et on se rend compte vraiment que c'est important d'avoir un état psychologique si c'est rempli de façon honnête par le joueur. Ça peut nous apporter à retarder de temps en temps le return to play parce qu'il y a certaines appréhensions ou certaines peurs qui peuvent avoir vraiment un effet négatif sur la performance et qui peuvent être des facteurs de risque de nouvelles blessures. Donc il faut vraiment rendre le joueur acteur et le faire participer à la décision de son retour à la compétition. Donc comme je vous en ai parlé au début, quand on est sur des clubs de haut niveau ou sur des clubs sportifs, on a toujours une évaluation du risque tolérable à faire parce qu'on n'est jamais sur des délais sécuritaires à 100% de retour au jeu. Donc on utilise des réunions, des discussions entre les différentes parties du staff pour avoir, et du joueur d'ailleurs, pour avoir une décision qui soit le plus collégiale possible sur le risque qu'on va tolérer pour le retour au jeu. Donc des fois, ça dépend aussi de la phase du championnat dans lequel on est, de la nécessité d'avoir ce joueur rapidement par rapport à la disponibilité des autres joueurs à son poste. Et donc ça peut faire varier des programmes de réentraînement et de réhabilitation. On peut avoir plusieurs possibilités en fonction du risque qu'on va être prêt à prendre pour tel joueur ou telle blessure. Donc voilà, on arrive au retour terrain, retour entraînement, qui normalement, si on décide qu'il est sur le return to play, il doit être capable à 100% d'assumer une charge d'entraînement complète d'une semaine et de pouvoir jouer le week-end. Retour à la compétition du joueur et fin de travail avec nous, même si en post-return to play, on continue d'avoir un suivi. Généralement, sur les lésions musculaires, on se fixe au moins 6 semaines de continuer à travailler spécifiquement les mollets, mais c'est valable pour les autres zones musculaires aussi. Et sinon, il réintègre le programme de musculation habituel avec les préparateurs physiques qui utilisent chez nous beaucoup le 1080. Donc, c'est pour travailler la force horizontale et l'accélération, le travail de vitesse et de force horizontale. Le GymAware, c'est un capteur qu'ils accrochent à leurs outils de musculation, par exemple pour des squats jump, des squat jump ou sur une trap bar pour des soulevés de terre. Donc ça permet de travailler les qualités de vitesse, de puissance et de force verticale. Le crawler, comme je vous ai montré tout à l'heure, et les box jump. Et il y a évidemment un suivi de charge pour quantifier les courses, les sauts, les mêlées, les courses à haute vitesse. Et donc on essaie d'avoir le moins possible de variations d'une semaine à l'autre, ou s'il y a eu une coupure, de remettre en charge progressivement l'intégralité de l'équipe pour éviter les changements de charge trop brusques. Ça, c'est la bibliographie que vous pourrez retrouver. Je vous laisse un petit peu en image pour que vous pourrez retrouver ça sur le replay si vous avez besoin. Et on est arrivé au bout de la présentation. Hop, je vais retourner sur le... On va couper le partage d'écran. Donc, je vous remercie d'avoir écouté la présentation. Je vais retourner sur le chat. Bref, il y avait des questions sur lesquelles il fallait que je revienne oralement, éventuellement. J'ai entendu le retour tout train. Est-ce qu'on fait en fonction d'une masse équivalente à avant la blessure? Ouais. Donc, les contractions isométriques, pour un d'entre eux, il y en a un d'entre eux qui avait repris que c'était une tendance plutôt à stresser la ponévrose et donc il préférait utiliser une contraction dynamique. Sur les contractions isométriques. Ouais. Alors nous, les contractions isométriques, on les utilise vraiment dans un premier temps, dans la toute première phase, pas forcément sur des charges très élevées, et ensuite en test. Mais bien sûr qu'une fois qu'il peut faire de la contraction dynamique, on sera un peu moins sur de la contraction isométrique. Est-ce que le T-test... Ah oui, je ne vous ai pas parlé de tests fonctionnels sur la reprise de course avec changement de direction. Je vois qu'il y a une question sur le T-test. Évidemment qu'on peut rajouter des tests comme l'Illinois, le T-test ou autre. Nous, comme on a les GPS et on a la quantification des changements de direction, d'accélération, décélération, on ne se rajoute pas des tests fonctionnels comme ça. Mais si on n'a pas de possibilité d'avoir des analyses GPS, les tests fonctionnels sur le terrain peuvent être évidemment utiles.
Je crois que celui qui est le plus décrit pour le mollet, c'est plutôt le test illinois, qui consiste à une navette plus des slaloms autour de plots. Est-ce que les ratios de force max solaire de vos joueurs sont semblables à ceux des dernières études réalisées par Matli en première ligue? Tu as des valeurs, j'avoue que je n'ai pas cette étude-là en tête. Est-ce que tu as des valeurs à me donner, Pierre, sur les valeurs max? Nous, c'est sur du statique, et comme je disais plus précédemment, on est entre 1,6 et 2 fois le poids du corps en newton. En kilo, excuse-moi. En kilo. Contention. Est-ce que vous faites tous les tests K-Invent en début de saison de manière préventive? Oui, on effectue les tests K-Invent, enfin pas que K-Invent d'ailleurs, on effectue des tests, plein de tests différents. On les fait pas tous, on essaie de cibler vraiment les muscles, les articulations qui nous intéressent. Et si on a des déficits en début de saison, on essaie de les intégrer dans ce qu'on appelle des warning groups pour combler ce déficit au cours de la saison si possible, ou en tout cas d'avoir une attention particulière sur ces groupes musculaires-là. Donc pour les mollets, on l'a même imposé à tous les joueurs. Pour les mollets et les ischios, c'est peu importe le résultat de test. Donc bien sûr, s'il y avait un résultat de test très déficitaire, mais on l'a même imposé de façon régulière toutes les semaines à l'ensemble de l'effectif. Y a-t-il des changements notables dans la prise en charge selon s'il y a lésion myoconjonctive ou conjonctive pure sur les dernières phases? Sur la différence entre conjonctive et myoconjonctive et conjonctive pure, ça va être surtout sur les délais sur les premières phases, et après sur la fin, on va avoir les mêmes exigences. De toute façon, c'est des exigences de performance derrière sur les dernières phases, donc non, ça sera les mêmes exigences. C'est juste que probablement que les premières phases vont être peut-être un peu plus longues, notamment s'il y a beaucoup de décollement ou de saignement. Mais ça, on ne pourra pas passer les premiers tests de toute façon si le tissu conjonctif n'est pas cicatrisé. C'est tout l'intérêt justement de faire ces tests, c'est de ne pas aller trop tôt sur de la sollicitation haute si le tissu conjonctif n'est pas en mesure d'absorber ces contraintes-là. Pierre. Ok, bah oui, du coup on est à peu près, Pierre, là, sur ce que tu me dis, on est à peu près dans les mêmes. Mais quand tu parles de ratio, c'est sur le poids de corps, on est d'accord, hein, c'est pas ratio agoniste-antagoniste. Ouais, donc on est dans les mêmes. Je te disais entre 1,8 et 2 tout à l'heure, donc c'est effectivement ça. Après, je regarderai cette étude-là, qui date de 2023, donc elle est sortie il n'y a pas longtemps. Parfait. Ça va très bien. Et est-ce que sur les positions, c'était. Ah oui, tu voulais savoir si on retrouvait ça? Écoute, non. Il y a beaucoup de joueurs qui se retrouvent déficitaires là-dessus. Après, quand on travaille dessus, on arrive vraiment à les remonter à des niveaux de force intéressants. Pas forcément tous dans ces ratios-là, mais c'est vrai que c'est plutôt des ratios assez hauts. Alors, est-ce que c'est notre installation qui fait qu'ils n'arrivent pas à monter? Parce que je trouve que c'est toujours pas idéal, forcément, notamment pour le solaire, que l'installation n'est pas idéale. Des fois, il y a des biais un peu de douleur au point de contact avec la zone fixe. Donc non, effectivement, il y en a qui sont même au-dessus de ces ratios-là, mais dans la globalité, on est souvent un petit peu en dessous. Et bon, ça reste un objectif qu'on essaie d'atteindre sur les phases. Alors, et Alexandre, est-ce que vous contrôlez l'échographie? Alors, d'accord. Sur le contrôle échographique, on sait effectivement qu'on pourrait le contrôler, notamment sur l'état le gap tissulaire, est-ce qu'il est en train de se réduire, s'il y a une granulation au niveau des fibres de cicatrisation. Nous, on ne le fait pas. On sait aussi que si on fait une IRM à distance avant la reprise, on peut avoir des idées de l'état tissulaire, notamment s'il y a une diminution du volume d'hypersignal. Donc, il y a des études qui disent qu'il faut qu'il y ait une diminution d'au moins 70% du volume d'hypersignal. Il faut aussi faire attention à l'hyposignal, qui peut être un signe de fibrose, mais on ne l'utilise pas forcément systématiquement. Avez-vous déjà eu des contraintes entre le test fonctionnel sensitif et l'échographie?
Par exemple, du coup, vu qu'on n'utilise pas l'échographie, on se fie uniquement aux tests fonctionnels. Pas de test capacité du solaire. Tu veux dire un équivalent du Hill-Rise pour le solaire? Non, on n'utilise pas de test spécifique. Après, le solaire est quand même sollicité sur le Hill-Rise, hein, c'est pas uniquement les gastrocnémiens. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va bientôt rendre l'antenne. Je vous remercie pour votre présence. Si vous avez d'autres questions par la suite, il y aura d'autres webinaires, il y aura d'autres possibilités. Et puis, je reste aussi disponible sur Instagram ou sur Facebook si vous avez des questions. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça a été suffisamment clair. Désolé pour le petit incident d'ordinateur en milieu. Heureusement que j'en avais un deuxième. Et je vous laisse, si vous avez besoin de le revoir en replay, il sera disponible en replay pour notamment revoir un petit peu les tableaux si j'ai été un peu vite. Et je vous remercie encore pour votre écoute. Merci Raph et merci Barbara. Et à bientôt.